Je m'intéresse à la radio, mais je sais pas quoi acheter. Entre Baofeng, Yaesu, Quansheng, analogique numérique, décamétrique, VHF, UHF. Est-ce que je prends une antenne Yagi ou une antenne omnidirectionnelle? Quel doit être le gain de mon antenne? Et le SWR, est-ce qu'il est bon? Voilà, ça c'est plein de choses, plein de termes que vous allez entendre dans le domaine des communications radio qui sont absolument essentiels. Donc l'idée de ces prochaines vidéos, ça va être de répondre à vos questions, de faire une introduction au domaine des ondes radio pour voir un petit peu comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Le matériel que moi je vous conseillerais d'acheter pour bien débuter et pour pas trop cher. Et voilà, l'idée c'est que vous puissiez aussi poser vos questions afin qu'on puisse comme ça échanger entre nous. Alors, on va commencer par le commencement. Donc bien sûr, ces vidéos s'adresseront aux gens qui débutent, qui veulent acheter du matériel ou qui ont déjà acheté leur premier talkie-walkie mais qui ne comprennent pas vraiment comment ça fonctionne. Et pour commencer, on va parler un petit peu de réglementation. Malheureusement, on n'a pas le choix. L'idée, c'est aussi de vous donner euh, des bases qui vont vous permettre d'utiliser, d'exploiter le spectre radio de manière responsable et de manière, on va dire, non dangereuse. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'une fois que vous sortez de ces vidéos, vous puissiez transmettre sans avoir le risque de brouiller ou de faire n'importe quoi avec votre matériel et donc d'avoir potentiellement des problèmes. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que là on va parler du spectre radioélectrique ou plutôt du spectre électromagnétique, parce qu'on va vraiment parler d'ondes électromagnétiques. Et donc les ondes électromagnétiques, ça va des fréquences les plus basses, donc les ondes radio, donc talkie-walkie, CB, etc., téléphone portable, Wi-Fi, enfin tout objet qui peut communiquer par les ondes radio. Ensuite, nous avons la lumière visible, la lumière non visible, les, les rayons X, les rayons gamma. Donc ça va être tout ce qui va être radiographie, pour les portiques des aéroports. Les rayons gamma, c'est la radioactivité. En fait, tout ça, c'est une continuité, c'est une seule et même chose, c'est le spectre électromagnétique. Mais nous, on va s'intéresser uniquement à la portion des ondes radio, donc celle qu'on va pouvoir utiliser avec nos appareils du quotidien ou avec des talkie-walkie, des CB et autres. Il faut bien comprendre déjà que absolument tout le spectre électromagnétique est réglementé et surveillé de manière européenne, même de manière internationale, même si selon les pays, forcément, il y a plusieurs blocs qui ne sont pas forcément d'accord et qui ne vont pas forcément respecter les lois, les réglementations des autres pays ou des autres continents, mais généralement, voilà, il faut bien comprendre que le spectre radio appartient d'une certaine manière, même si on ne peut pas vraiment dire que ça leur appartient, puisque c'est pas physique, euh, aux autorités. Et les autorités ont pour mission de réguler, d'organiser, de structurer le spectre électromagnétique, en disant les ondes radio. Pourquoi? Pour éviter tout problème de brouillage et aussi pour que, par exemple, des entreprises professionnelles puissent savoir à peu près dans quelle portion elles vont devoir faire fonctionner leurs appareils ou programmer leurs appareils. Donc selon les besoins, bien sûr, les bandes de fréquences vont changer, mais voilà, il faut savoir que le spectre radio est vraiment découpé en plein de petites portions qui chacune vont être réservées, on va dire affectées à un ou plusieurs usages spécifiques. À savoir que au niveau du droit, c'est vraiment les autorités qui sont au-dessus de tout en fait. Donc c'est la défense qui gère les ondes radio, donc l'armée. Eux, ils ont en fait, ils possèdent de facto toutes les ondes. Voilà, pour le faire grossièrement. Ensuite, ça va être redispatché à différents services. Donc ça peut être les professionnels, les bateaux, les radioamateurs, les avions, les parapentes, les associations, les entreprises privées, les réseaux numériques, etc., etc. Par là, c'est que si vous achetez une radio, quelle qu'elle soit, hein, c'est pas parce que vous entendez personne parler sur une fréquence que cette fréquence sera donc de facto libre d'utilisation.
En fait, il n'y a pas de zone sur le spectre radio qui n'appartient pas ou qui n'est pas affectée à quelqu'un ou quelque chose. Voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, on est dans un monde où tout est commerce, donc eh bien, il faut monétiser tout ça. Voilà, si vous achetez un Quansheng ou n'importe quelle radio, il faut bien comprendre qu'il y aura des portions sur lesquelles vous allez théoriquement pouvoir avoir le droit de communiquer. Dès que je vais parler d'utilisation de radio, je vais uniquement parler de d'émission, parce que c'est vraiment ça qui va faire que vous serez dans la légalité ou l'illégalité, parce qu'il y aura un risque de brouillage. Forcément, puisqu'on transmet, on peut brouiller. A l'inverse, la réception, elle, est libre, c'est-à-dire qu'on peut écouter plus ou moins n'importe quelle fréquence, il n'y a aucun problème puisque ça ne représente en fait aucun danger. Voilà, on ne va pas perturber un réseau, une communication, quelque chose en écoutant. Voilà, l'appareil est totalement passif, il ne transmet aucun signal, rien du tout, donc il n'y a aucun souci de brouillage. Certaines portions qui vont théoriquement pouvoir être utilisables, hein. Donc si vous êtes un professionnel, eh bien ça va être sur la fréquence, là où les fréquences professionnelles affectées à votre entreprise. Si vous êtes radioamateur, eh bien ça va être uniquement dans les portions radioamateurs. Si vous n'avez aucune licence, rien du tout, eh bien, et que vous êtes plaisancier, eh bien ça va être sur les fréquences VHF marines. Donc là c'est pareil, vous allez voir qu'en fait il va y avoir quand même des conditions à respecter pour pouvoir exploiter toutes les ondes en fait, hein, toutes les fréquences. Tout va dépendre de la zone dans laquelle vous allez vous transmettre. Ça va également dépendre eh bien, de vos droits sur les ondes radio, c'est-à-dire qu'un radioamateur il va déjà passer un certificat d'opérateur radio qui va, qui va être euh, donné par l'État en fait. Voilà, dire ok, on confirme que tu as bien passé ton certificat, on va te le donner et ça te donne le droit de transmettre sur les bandes radioamateurs, uniquement sur les bandes radioamateurs, et bien en respectant certaines conditions d'utilisation, donc selon la modulation, la puissance, le type de matériel, etc. etc. Donc ça c'est valable pour absolument toutes les fréquences radio. C'est-à-dire que par exemple sur la marine, la VHF marine, eh bien, vous allez pouvoir vous en servir, mais sous certaines conditions. Donc, selon le type d'utilisation, eh bien, il faudra répondre à différents critères. Si c'est sur des fréquences, on va dire libres, comme les Talkie-Walkie PMR 446, eh bien là c'est pareil, il va falloir respecter certaines réglementations qu'on appelle des homologations. En fait, une homologation, c'est différentes normes qu'on va standardiser pour, euh, pour simplifier, en fait, pour voilà, dire dans cette norme-là, par exemple pour les voitures, on va prendre l'exemple des voitures, c'est un petit peu pareil, eh ben, il va falloir que la voiture soit bridée à tant de km/h, qu'elle n'ait pas telle ou telle fonction, etc., etc. Dans la radio, c'est un petit peu pareil. Il va y avoir des réglementations au niveau de la puissance, au niveau du type de matériel, de qu'est-ce que le matériel peut faire ou pas au niveau des fonctionnalités, qu'est-ce qui est autorisé ou pas et sous quelles conditions on peut s'en servir. Voilà, tout ça, ça va être vraiment des paramètres à prendre en compte. Ce que je veux dire, c'est que même si vous avez programmé une radio sur une fréquence qui est normalement théoriquement utilisable pour vos activités, ça ne veut pas dire pour autant que la radio, elle, votre matériel sera légal à l'utilisation sur ces fréquences. Pour rester sur l'exemple des radios PMR 446, donc les talkie-walkie du commerce, il va falloir que la puissance apparente rayonnée, ce qu'on appelle le PAR, hein, c'est vraiment ce que va rayonner en finalité l'antenne dans les airs, puisqu'on va voir ensuite comment fonctionne une antenne, et bien pour le PMR 446, il faut que la puissance PAR de l'antenne soit de 0,5 watts ou 500 milliwatts. L'antenne est non démontable, on est bloqué sur 16 fréquences, donc les 16 canaux PMR 446 qui, eux également, sont standardisés, avec une bande passante bien précise à respecter, donc sinon ça déborde et on transmet à côté, et dans ces cas-là, on peut également brouiller d'autres communications. Il y a un temps limite de transmission, bref, il y a plein de critères qui font que même si la radio peut être réglée sur ces fréquences-là, ça ne veut pas dire pour autant que cette radio est légale
à l'utilisation. Donc ça, c'est ce que c'est ce que disent les lois. Voilà, ça c'est la théorie, on va voir ensuite dans la réalité du terrain. Mais voilà, vraiment, il faut comprendre que pour n'importe quelle gamme de fréquences, sur n'importe quel matériel, quelles que soient les autorisations que vous avez, soit par des licences, soit par des permis, soit par X ou Y autre chose, ça ne veut pas dire que vous pouvez faire tout et n'importe quoi. Il y a toujours des règles à respecter. Et quelqu'un qui a une autorisation pour une certaine portion, pour un certain usage, ne va pas pouvoir s'en servir pour d'autres usages. Et ça, c'est quelque chose que je vois souvent. Des gens qui disent, avec la licence radioamateur, tu peux transmettre sur d'autres fréquences que les bandes radioamateurs. Non, c'est totalement faux, sauf si bien sûr vous avez des autorisations pour d'autres réseaux. Si par exemple vous êtes en montagne et que vous voulez transmettre sur un réseau je sais pas moi, d'une station de ski, et ben même si vous avez une licence radioamateur, même si vous savez comment fonctionne tout le réseau, comment fonctionne le relais, le machin, le bidule, eh bien, vous n'avez pas le droit, puisque c'est un réseau privé qui appartient à une entreprise, et donc ça ne vous donne aucun droit supplémentaire, euh, que vous ayez la licence radioamateur ou autre, ou même un permis de plaisance, ou une licence de pilote d'avion, on s'en fout. Si vous avez une licence de pilote d'avion, vous ne pouvez transmettre que sur les bandes aéronautiques. A l'inverse, un radioamateur ne pourra pas transmettre sur les bandes aéronautiques. Vous voyez qu'en fait, chaque chose est cloisonnée, chaque chose a sa manière de fonctionner, ses réglementations, ses autorisations, et ça ne se mélange pas. Maintenant, concernant le matériel. Alors, le matériel, même si ce sont des talkie-walkie, il faut que ça respecte certaines réglementations, notamment européennes, et il faut par exemple que le matériel dispose eh bien, d'une certification, ce qu'on voit souvent sous le petit logo CE sur les étiquettes des appareils. Ça veut dire que eh bien, l'Europe autorise la commercialisation, qu'il y a eu une vérification au préalable de ce matériel-là, et qu'il répond bien à certains critères techniques, qui fait qu'on peut le commercialiser, qui ne représente pas un danger, un danger réel pour eh bien, les ondes radio ou n'importe quel autre aspect. Voilà, ça peut être aussi par rapport, je sais pas moi, aux normes de rechargement sur les prises d'alimentation, enfin ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. C'est juste une vérification pour que le matériel ne représente pas de risque. Donc c'est-à-dire que le matériel que vous allez pouvoir acheter légalement et surtout posséder, parce que c'est ça en fait, en soi, acheter quelque chose, bon, vous l'achetez, on s'en fout. Si ça reste dans le conteneur en Chine, il n'y a aucun problème. Mais à partir du moment où ça arrive sur le territoire, là il faut que ça respecte les règles de ce territoire. Donc en France, on est assez cool là-dessus, je trouve, comparé par exemple à la Suisse qui sont beaucoup plus strictes. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut faire n'importe quoi, qu'il faut importer n'importe quel matériel, parce que bah, si on fait n'importe quoi, ça sera beaucoup plus strict et on va perdre ses droits. Donc si vous êtes intelligent, vous comprenez très bien qu'il vaut mieux jouer dans les règles, enfin avec les règles, plutôt que de s'y opposer. Donc avoir du matériel radio, c'est de la possession. Il faut bien distinguer hein, l'achat de la possession, de l'utilisation. C'est comme pour d'autres sujets dont vous voyez très bien de quoi je parle. Donc, euh, donc voilà. Donc on a le droit d'acheter du matériel, mais s'il ne respecte pas les règles européennes, bah, la possession est interdite. Et si la possession est interdite, alors l'utilisation en est encore plus, et encore plus interdite. Par contre, ça veut dire que même si un matériel est autorisé à être vendu, commercialisé sur le territoire français, ça ne veut pas dire pour autant que vous pouvez vous en servir. C'est un peu comme si moi j'allais acheter, je sais pas moi, un flashball, et bah, j'ai le droit de l'acheter légalement, ok, j'ai les papiers, mais j'ai pas le droit de tirer sur le voisin avec. Bon, bah voilà, vous voyez, c'est un petit peu pareil. C'est exactement le même principe. Dès qu'on parle d'utilisation, encore une fois, je rappelle que c'est pour de la transmission. Le fait de faire ça, c'est pas considéré vraiment comme une utilisation, puisque de l'écoute, c'est passif et ça ne représente aucun risque. Donc vérifiez bien que le matériel que vous achetez est bien certifié CE. Alors attention, il y a plusieurs CE. Il y a les CE chinois, c'est je crois China Export. Alors c'est pas les mêmes, il y a une distance qui est un peu différente. Regardez bien que ce soit un vrai CE. De toute façon, il y a des sites spécialisés qui permettent de vraiment vérifier avec les numéros de l'appareil pour voir s'il est bien certifié CE.
Ce que je vous recommande de faire, pour être sûr de ne pas acheter de la merde, déjà achetez votre matériel chez un revendeur français. Donc vous en avez plein, Passion Radio, vous avez, je sais plus les autres. Passion Radio, ouais, c'est quasiment chez eux que j'achète tout le temps. CB+, vous avez quoi? Folie Numérique. Non, je crois que Folie Numérique c'est espagnol, mais bon, ça reste européen, donc c'est bon. Des grosses plateformes de vente en ligne, hein, comme par exemple Amazon, eux aujourd'hui ils sont assez réglo, je trouve, au niveau du matériel, même si vous allez généralement trouver du matériel qui sera bridé, mais on reparlera du matériel bridé dans d'autres vidéos. Pour continuer, je vous rappelle que j'ai un petit Tipeee, ça me permet de soutenir mon travail, donc si vous voulez soutenir la chaîne, contribuer à son développement, eh bien le lien est en description de la vidéo. Donc ensuite, l'utilisation. Utilisation est égale transmission. Comme je l'ai dit juste avant, il va falloir que votre matériel déjà soit certifié, être conforme aux homologations qui permettent de transmettre selon les bandes de fréquence. Donc par exemple, sur les bandes professionnelles, il va falloir posséder du matériel professionnel généralement programmé par une entreprise professionnelle sur les fréquences qui vous sont allouées, en respectant certains critères techniques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, par exemple, prendre une radio de style Guangsheng ou Baofeng et la programmer et s'en servir sur un réseau professionnel, puisque ce ne sont pas des radios professionnelles, et donc à partir de là, elles ne respectent pas déjà ces premières conditions qui sont de uniquement être programmées que sur les fréquences professionnelles et pas autre chose. Là où les Guangsheng, généralement, on va programmer plein de fréquences dessus, et donc bah déjà là, ça ne pourra pas fonctionner. En tout cas, ça ne sera pas légal. Ça pourra fonctionner techniquement, on pourra communiquer avec d'autres radios, mais légalement, ça ne sera pas autorisé. Pour tout ce qui va être PMR 446, LPD 433, CB, etc., là, il va falloir que le matériel respecte une puissance maximale au niveau soit de la sortie du poste, soit au niveau du rayonnement de l'antenne. Il va falloir que, comme je l'ai dit juste avant, les radios fonctionnent sur les canaux déjà définis à l'avance sur ces différentes normes, que la bande passante soit bien la bonne, et que ça soit bloqué uniquement sur ces fréquences-là. Alors après, il existe, comme les Midland G7 et G9, qu'on va pouvoir notamment retrouver chez Decathlon, eux sont sur deux normes différentes. Ils fonctionnent sur le PMR 446, donc c'est vraiment les talkie-walkie tout public, et le LPD 433. C'est une autre bande de fréquence qui, elle, est une bande libre, mais qui va autoriser des puissances beaucoup plus faibles. Donc ça va être généralement pour des gens qui ont besoin, des entreprises ou autres, qui ont besoin de communiquer sur des distances très courtes, ou alors faire communiquer des machines en numérique pour envoyer de la donnée. Voilà, généralement le 433 et 434 MHz vont servir pour ce type d'utilisation, mais on peut tout à fait l'exploiter avec, pas celle-là, mais des radios qui respectent justement l'homologation LPD 433, qui est de 10 milliwatts de puissance, je crois que ça doit être du PAR, hein, 10 milliwatts de puissance PAR, et qui s'étale sur 69 canaux qui vont de 433,075 à 434,775. Voilà. Le PMR 446, lui, ça va aller de 446,0 à 446,200. Voilà, c'est à peu près la zone dans laquelle on va pouvoir s'en servir. La VHF marine, quant à elle, ne nécessite pas de permis, ne nécessite plus de permis de plaisance, le CRR, depuis 2014, à condition d'avoir, ou plutôt d'utiliser, eh bien, une VHF marine portable sans la fonction ASN qui fera moins de 6 watts. Alors, ça c'est pareil, lorsque l'on dit VHF marine c'est vraiment une norme. Comme le PMR 446, le LPD 433 ou la CB en 27 MHz, c'est le nom d'une norme, et la norme, dans cette norme, et dans toutes les normes, hein, on va retrouver certains critères techniques à bien respecter, comme les canalisations
entre chaque canot, la puissance, le ceci, le cela, les fonctionnalités qu'on va pouvoir ou non utiliser dessus. Donc la VHF Marine, il faut bien comprendre que c'est une norme et qu'il n'y a que certaines radios, certains modèles de radio qui vont répondre à cette norme. Ce n'est pas parce que sur votre Guangsheng, Baofeng ou autre, vous allez pouvoir encore une fois programmer les fréquences de la VHF Marine que vous allez pouvoir légalement vous en servir. Dès que je dis une utilisation, vous en servir, c'est en transmission. Encore une fois, l'écoute, elle, est totalement libre puisque ça ne perturbe pas. Voilà, c'est bien ça qu'il faut comprendre, il faut vraiment faire le distinguo entre ces deux choses. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une radio qui n'est pas légale à l'utilisation sur la marine, sur le 430, le 446, le 433 ou toute autre fréquence, mais que vous allez pouvoir, avec laquelle vous allez pouvoir écouter dehors ou chez vous, ces fréquences-là sans aucun problème. Ce qui sera interdit, ça sera d'appuyer sur le PTT pour transmettre sur ces fréquences. Mais tant que c'est de l'écoute, même si la radio ne respecte pas ces différentes normes, ces différentes réglementations, vous allez quand même pouvoir vous en servir, mais uniquement en écoute. Les sont les plus libres au niveau du type de matériel, de la puissance, etc., ça va être les radioamateurs. Mais pour autant, ils ne pourront pas faire tout et n'importe quoi avec n'importe qui. Les radioamateurs, eux, peuvent communiquer uniquement avec d'autres radioamateurs. Si vous n'êtes pas licencié, normalement, ils ont le devoir de ne pas communiquer avec vous. En tout cas, avec leur indicatif officiel et sur les bandes radioamateurs. Après, si ils veulent parler avec vous sur du PMR 446, et il y en a qui le font, eh bien, même s'ils ont la licence, ils vont devoir se conformer aux réglementations du PMR 446. Donc, c'est-à-dire 0,5 watts au niveau de la puissance rayonnée par l'antenne, PAR, 16 canaux sur un portatif. Alors il y a un modèle de radio mobile qui existe en PMR 446, mais sinon il n'y en a quasiment pas. Antenne non démontable, ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais l'antenne ne doit pas être démontable justement pour ne pas augmenter la puissance de l'appareil par la modification de l'antenne. Et la bande passante qui est de toujours 12,5 kHz, ce qui permet de ne pas brouiller les canaux qui sont juste à côté. Donc vous voyez que même un radiomoteur qui a passé des mois, des années à passer sa licence, eh ben, il ne pourra pas faire n'importe quoi sur d'autres bandes de fréquences, même si en soi, théoriquement, il n'y a pas de danger. En plus, il sait de quoi il parle, il sait ce qu'il fait, il connaît le matériel, il connaît les ondes, mais ça ne veut pas dire qu'il peut faire n'importe quoi. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Et pareil, sur les bandes aéronautiques, ah ben, il faut un permis aéronautique. Si c'est sur encore d'autres types de bandes de fréquences, eh bien, ça va dépendre du type de fréquence. Mais voilà, ça va être les grandes familles que je vous ai citées. Donc vous avez le PMR 446, enfin les bandes libres, donc ça va être le 446, le 433, la CB et les autres bandes Wi-Fi, etc. Mais il y a beaucoup moins de gens qui exploitent ce type de fréquence pour faire de la communication simple. Ensuite, il y a les radioamateurs, donc eux, ils ont des portions de fréquences sur quasiment toutes les bandes, des fréquences les plus basses aux fréquences les plus hautes, parce qu'eux, ils font de l'expérimentation. Donc eux, ils peuvent exploiter une bonne partie du spectre radio, même si ça reste dans des portions bien précises, avec des réglementations bien précises, avec des règles bien précises. Ensuite, il y a les réseaux professionnels, et après, tout ce qui va toucher plus ou moins, il y a le maritime, et tout ce qui va toucher plus ou moins à l'aéronautique, à la défense, etc. Voilà, donc ça c'est vraiment les grandes familles, et puis après, à côté de ça, c'est vrai que j'en ai pas encore parlé, mais vous avez tout ce qui va être les stations que je vais nommer broadcast. Donc le broadcast, c'est quoi? C'est RTL2, Énergie, Skyrock, voilà, c'est toutes ces stations-là, mais vous avez également des stations sur des fréquences beaucoup plus basses, qu'on va appeler des stations ondes courtes, à l'époque on disait la TSF. Eh bien voilà, ça c'est pareil, ça reste du broadcast, c'est pas exactement le même public, généralement ça va être sur des fréquences beaucoup plus basses, ça va être pour pouvoir être entendu à l'international, en tout cas couvrir de très grandes zones, là où les émetteurs FM que nous connaissons tous dans la voiture ou à la maison, eh bien eux ça va être plus pour une zone qui va se situer entre 20 et 100 km grosso modo. Voilà. Donc c'est pas du tout les mêmes buts, et eux ça va être à sens unique, c'est-à-dire qu'ils vont transmettre en permanence pour les émetteurs FM ou temporairement de temps en temps. Alors il y a des horaires pour les émetteurs ondes courtes,
Mais voilà, ça va être à sens unique, ils n'attendent pas de réponse. Là où avec nos talkie-walkie, on va se parler et on va se répondre. Ça va être dans les deux sens. Voilà, donc ça, c'est vraiment les grandes familles que vous allez retrouver. Et puis après, bien sûr, il y a d'autres réseaux, hein. Mais voilà, grossièrement, c'est comme ça qu'on va dispatcher eh bien, les, euh, les portions au niveau du spectre radio. Voilà, donc il faut vraiment faire le distinguo, hein, entre tout ça. C'est pareil au niveau de l'écoute. Vous pouvez écouter allez, tout ce que vous voulez quasiment. Par contre, ce qui va être beaucoup plus réglementé, ça va être l'enregistrement et surtout la rediffusion de ce que vous écoutez. Alors là, on va rentrer tout simplement dans le droit, ça va être c'est un peu mêlé un peu au journalisme, c'est un peu bizarre, mais en cherchant, je m'étais rendu compte que c'était en fait le droit à comment il disait ça? Correspondance en fait, puisque au niveau juridique, les communications radio sont vues plus ou moins au même titre que n'importe quel autre moyen de communication, que ce soit postal, numérique, par internet ou autre. En fait, c'est exactement pareil. Le fait de capter un, des échanges, des discussions, des communications confidentielles, euh, et de les rediffuser ensuite, ça va être interdit et c'est pénalement répréhensible. Tout comme intercepter un mail de quelqu'un qui n'est pas vous, que vous n'avez pas le droit de l'intercepter, et de rediffuser ce mail-là, c'est interdit. Donc c'est exactement la même logique, exactement les mêmes lois qui sont derrière, sauf que nous, ça va être les radios. Donc ça c'est pareil, il y a des subtilités, hein, et bien souvent les gens le négligent un petit peu. On en reparlera parce que c'est un peu plus poussé comme truc, mais une communication confidentielle, il y a quand même des critères bien précis à respecter pour que ça soit reconnu en tant que euh, communication correspondance plutôt privée, voilà, entre deux personnes, confidentielle, voilà, je cherchais le terme. Donc voilà, des correspondances confidentielles, ça c'est un terme bien précis qui regroupe, où il faut respecter certains critères pour que ça soit reconnu comme ça. Ce que je veux dire, c'est que si vous êtes à l'écoute de fréquences libres, alors libre, qu'est-ce que c'est? Ça va être la radiodiffusion, hein, le broadcast, ça peut être les bandes radioamateurs, des fréquences de détresse qui sont censées être justement écoutables par n'importe qui, n'importe où, c'est le but même des fréquences de détresse, ou des fréquences, on va dire, publiques, c'est-à-dire des bandes libres, où il n'y a pas justement cette confidentialité. Là, pour le coup, vu que c'est pas confidentiel, vous allez pouvoir les capter et vous allez normalement pouvoir aussi les enregistrer et les rediffuser. Alors je dis pas qu'il faut le faire, mais il n'y a pas trop d'intérêt. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous êtes par exemple sur du PMR 446 et que vous entendez une entreprise, voilà, ça arrive souvent, hein, ça je le dis parce qu'il faut aussi sensibiliser les entreprises là-dessus, parce que ça représente un vrai risque au niveau de la confidentialité des données, en fait. Et je pense qu'ils sont même pénalement responsables de ça. On peut, je pense, poursuivre des entreprises qui diffusent des infos privées sur des radios publiques, enfin sur des fréquences publiques de talkie-walkie basiques des magasins. Et ben voilà, ce genre de choses qui régulièrement sont diffusées sur les fréquences des talkie-walkie, pour le coup, euh, à mon avis, ça peut pas être confidentiel puisque de facto, ce sont des bandes libres que n'importe qui peut écouter et qui sont faites pour ça. Après, si les gens ne font pas attention, c'est exactement comme quelqu'un qui montre son numéro de carte bancaire à tout le monde en fait. Ouais, c'est un peu la même logique. C'est comme si vous marchiez dans la rue et que vous dites à tout le monde, bon mon téléphone il est dans ma poche droite et le mot de passe c'est 1, 2, 3, 4. Bon voilà, faut pas se plaindre qu'à un moment donné, il y a des gens qui sautent sur l'occasion pour vous voler le téléphone et taper 1, 2, 3, 4 pour le déverrouiller, avoir accès à votre compte bancaire ou j'en sais rien. C'est exactement pareil. Si les gens sont négligents par rapport à la sécurité de leurs données et qui balancent tout comme ça sur les ondes, enfin sur des ondes, sur des fréquences publiques, là pour le coup c'est pas de votre faute, c'est de leur faute à eux en fait. C'est eux qui ont été négligents par rapport à ça et c'est eux qui sont responsables de la fuite de ces données là en fait. C'est pas vous avez juste capté des fréquences publiques. Vous voyez, il y a plein de subtilités comme ça. On y reviendra. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me poser des questions là-dessus, hein. Moi, l'idée, c'est de vraiment répondre à un maximum de questions pour vraiment vous aider sur comment bien débuter la radio. Bon, voilà, 30 minutes, je pense que c'est pas mal.
Voilà, je vais continuer, hein, on va parler du matériel cette fois-ci, enfin, aux vidéos suivantes. Et puis j'attends vos questions avec grande impatience. N'hésitez pas à soutenir la chaîne et je vous dis à plus tard.